président de l'Académie des sciences, des lettres et des arts, chers collègues, honorables invités, permettez-moi tout d'abord de remercier l'Académie des sciences et ses partenaires pour cette invitation et surtout d'avoir pensé à mettre l'élevage et la résilience de l'élevage dans ce colloque international qui s'intéresse à la diversité des cultures alimentaires. Je ne peux pas aussi passer sans remercier professeur Gaïd et professeur Dababi parce qu'elles étaient un lien entre nous et l'Académie. Et à ma grande surprise aujourd'hui, j'ai rencontré mon professeur Steven Saïd qui m'a enseigné, qui m'a suivi durant ma formation en France, aux États-Unis. Il est même aujourd'hui venu me suivre. Donc, c'est vraiment un honneur. Merci, professeur. Notre panel n'est pas facile à insérer dans le programme du colloque. Et donc, mes amis et moi, nous avons traduit le titre du panel en une question. Quelle est la situation actuelle de l'élevage et de la production d'aliments d'origine animale en termes de résilience et d'adaptation, et quels sont les apports de la recherche scientifique dans ce domaine? On va essayer de répondre à cette question selon plusieurs angles. L'angle des sciences de la génétique, les apports des sciences de la génétique, le côté fourrage. Malheureusement, professeur Faisal n'a pas pu venir parce qu'il prépare les élections à l'INAT pour demain, mais je pense que professeur Hicham Bensel pourrait parler du fourrage, mais aussi des apports de la recherche sur tout ce qui est alternative alimentaire. Professeur Wejdi Swilem, il va parler du bien-être de l'animal et de la sécurité alimentaire. Et on a pensé à ce que tous ces acquis de la recherche ne pourraient être valorisés si on n'a pas une profession organisée. C'est pour cela qu'on a demandé à Dr Karim Daoud, qui est pionnier dans l'organisation professionnelle, de venir aussi donner son témoignage. On est dans les sciences animales, mais vu le thème, on a été transformé en philosophe. Et donc, on a dit que la diversité des cultures, certes, a son pédigré, enraciné dans la géographie, l'histoire, la biodiversité, y compris l'animal, le climat, les systèmes de production, les pratiques de l'élevage. Mais tout ça rencontre dans le temps des forces de changement. Parmi ces forces, la croissance démographique, parce qu'il faut produire de l'aliment, la mondialisation, comme ça a été très bien dit ce matin, et le marché. Tout ceci a créé une sorte de brassage. Il y a le positif, mais il y a aussi l'érosion. Et donc, où nous en sommes dans cette diversité ou cette richesse, ou bien est-ce qu'on est en train de perdre cette diversité, et en perdant cette diversité, on est en train de perdre notre identité. Ça a été dit ce matin, parfois le monde, on dit qu'il est inconscient, mais parfois le monde est conscient. Parfois l'humanité est là, et la rencontre du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, c'était le monde s'est réveillé pour dire il faut arrêter l'érosion génétique parce qu'il y a une perte des espèces végétales et animales indispensables à produire l'aliment. Et ça a été la naissance, la genèse de la Convention mondiale sur la biodiversité. Et donc,
Pour revenir à notre sujet, voilà ce que la science et les sciences animales disent. J'espère que ce message soit compris parce que ça fait 40 ans que je dis ça, mais personne ne m'a compris. Et donc, voilà, je le répète, les atouts des ressources génétiques animales, les atouts des races animales sont leur dynamique et leur variabilité. Les animaux, les troupeaux ne sont jamais statiques. Chaque année, l'éleveur réforme et renouvelle. Donc, il y a cette dynamique. 1. 2. Le troupeau est variable. Tous les animaux qui appartiennent à la même race ne produisent pas de la même manière. Et donc, il y a cette variabilité. Et donc, les sciences animales trouvent dans ça leur bonheur parce qu'ils peuvent identifier les animaux qui sont les mieux performants dans leur milieu, et c'est ça ce qu'on appelle l'adaptation. Et donc, on arrive à sélectionner les animaux qui répondent mieux dans leur contexte environnemental. Et donc, si le pays comprend comment on accouple cette dynamique et cette variabilité, sûr, le pays va produire des animaux adaptés, productifs. Et donc, si on rajoute à ça l'organisation, c'est-à-dire l'organisation des éleveurs autour de cette réalité biologique, on ne peut que assurer la durabilité de l'élevage et du système de l'élevage. Les pays qui ont compris ce que je viens de dire sont les pays qui ont les animaux les plus productifs. Les losanges en noir, c'est la productivité. Et ce que vous avez à droite, l'axe de ma droite, c'est 1000 kg par animal. Donc, l'Amérique du Nord et l'Europe ont les animaux les plus productifs parce qu'ils ont su conjuguer ces deux réalités biologiques. Les autres et l'Afrique étaient à la traîne du point de vue productivité. Même si l'Inde produit beaucoup en volume, la productivité de leurs animaux reste toujours faible. Un exemple que je cite tout le temps, les Américains, les années 40, ils avaient 25 millions de vaches laitières. Maintenant, ils n'ont que 9 millions. Et avec les 9 millions, ils produisent plus que les 25 millions. Regardez combien on gagne du point de vue alimentation, du point de vue fourrage, du point de vue conduite, du point de vue dépenses sanitaires, tout ce que vous voulez. Et ceci est venu parce qu'ils ont compris que l'animal est dynamique et variable. Et il faut utiliser la science pour valoriser justement cette notion et ce concept. Je vais donner mon témoignage sur les apports de la recherche en Tunisie dans le domaine de la génétique animale. Voilà le constat. L'apport de la recherche dans le domaine de la génétique animale n'est pas appliqué, je souligne ça par 10 lignes, pour optimiser les opérations de réforme et de renouvellement des troupeaux, c'est-à-dire la dynamique des troupeaux. Pourtant, nous avons un programme national d'amélioration génétique qui comprend l'identification des animaux, le contrôle de performance, l'insémination artificielle. La loi de l'élevage, enfin, l'absence de vis-à-vis officiel accrédité pour assurer l'évaluation génétique des races d'élevage. C'est-à-dire, la Tunisie n'a pas un établissement, une institution qui est désignée pour faire l'évaluation génétique. Et donc, c'est pour cela qu'on n'arrive pas à réussir le renouvellement et la réforme. La loi de l'élevage, nous avons une loi sur l'élevage, ne mentionne jamais l'activité de l'évaluation génétique et ne mentionne jamais l'organisme responsable de cette activité. Le Moucharra, il n'a jamais mis dans sa tête qu'il y a un maillon qui est le maillon clé, qui est l'évaluation génétique.
Donc, il a cité tous les maillons des programmes d'amélioration génétique, sauf cette clause-là. Les plans d'amélioration génétique par race sont peu cohérents, entraînant une faible productivité. On est autour de 4000 kg de lait par vache et par an, et on est entre 16 et 18 kg, puisque l'Aïd arrive, de poids vif des agneaux au sevrage, à 3 mois d'âge. Et puis, il y a une érosion génétique des vaches autochtones parce qu'on les a croisées d'une manière continue avec les races importées. La Tunisie continue malheureusement, pourtant son cheptel est important et on pourrait produire nos génisses chez nous. La Tunisie continue à importer la génétique, que ce soit la semence animale ou bien les génisses. Les apports de la recherche. Les méthodes d'évaluation génétique sont mises au point dans nos pays pour les bovins laitiers, pour les ovins laitiers et pour les ovins à viande. Les effets des facteurs de milieu, on a même quantifié comment l'animal se comporte dans notre milieu tunisien. Du climat, sur les productions de lait et de viande ont été identifiées et quantifiées. On connaît même les saisons favorables pour avoir des mises bas des vaches pour produire plus de lait et éviter les crises laitières. Tout ceci est connu par la recherche. Tous les acquis de la recherche sont publiés et présentés dans des séminaires, des ateliers de formation, même dans des magazines, des organismes de développement. Malheureusement, on ne lit pas. Je passe aux propositions pratiques. Moi, je pense que l'un de mes souhaits, c'est de réviser les textes législatifs de cette loi et d'ajouter un article relatif à la mission évaluation génétique, tout en identifiant l'établissement responsable de cette mission, qui est l'IRESA, parce que souvent l'évaluation génétique est faite par l'université, et donc pour le ministère de l'Agriculture, je pense que l'IRESA chapeaute tous les instituts et écoles supérieures, donc ça pourrait être le vis-à-vis pour assurer cette mission. La deuxième action catalytique, quand on a eu la sécheresse, moi j'ai dit que c'est la meilleure période d'un politique de faire une belle chose. Parce que ce sont les périodes difficiles, ce sont pendant les périodes difficiles qu'il faut réformer le cheptel, réformer tout ce qui ne donne pas assez et laisser que l'essentiel. On n'a jamais fait ça malheureusement. Il reste encore de l'espoir. Cette proposition, si on arrête la liste exhaustive, et je parle sous le contrôle de la profession, des éleveurs qui ont gardé leur cheptel jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'ils sont attachés à leur cheptel. Et cette liste va constituer la base des vrais éleveurs qu'on devrait renforcer et épauler pour l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup d'extramuros d'éleveurs et de sortes d'éleveurs qui ne sont pas éleveurs. Et donc, pour moi, les vrais éleveurs sont ceux et celles qui ont gardé leurs animaux ou bien une partie de leurs animaux, et on peut capitaliser sur ça. Troisième proposition pratique, c'est d'arrêter des schémas cohérents d'amélioration génétique pour les races qui existent en Tunisie. Il faut avoir des associations de races, renforcer la création d'associations de races. Il faut identifier les objectifs de sélection pour chaque race. Qu'est-ce qu'on peut produire de la race? Est-ce qu'on peut la quantité du lait? Est-ce qu'on peut la qualité? Et donc c'est là on peut produire pour la cuisine, c'est-à-dire pour la diversité culturelle alimentaire. C'est-à-dire on peut orienter l'animal là où on veut. Et donc l'animal n'est pas dynamique et donc on peut enrichir cette richesse alimentaire. Les objectifs de sélection, l'identification, le contrôle de performance, l'évaluation génétique, la dissémination de la supériorité génétique selon des plans d'amélioration génétique appropriés. Ceci va valoriser notre génétique selon nos besoins et spécificités alimentaires. Moi, je pense que c'est important. Une autre action qui pourrait être catalytique, la création d'associations de races. Et je pense que Dr Daoud va en parler. Voilà
de ce qu'il s'agit de l'apport de la génétique. Maintenant, j'aurais bien aimé voir professeur Faisal parmi nous sur les fourrages, mais je pense que professeur Hicham Benselem pourrait faire la chose. Voilà. Merci, Simlaur. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs donc, de cet événement donc, pour l'invitation. En réalité, aujourd'hui, je suis là avec deux casquettes. Tout d'abord, en tant que scientifique, je suis professeur en nutrition animale à l'IRAP, l'Institut national de recherche agronomique de Tunisie, mais en même temps en tant que responsable donc, de l'ERISA, donc directeur général de l'ERISA. L'ERISA, c'est l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole. Nous assurons la coordination de tout le système d'enseignement supérieur et de recherche agricole en Tunisie. Et sous notre tutelle, nous avons 21 établissements. Donc, 11 établissements d'enseignement supérieur agricole et 10 établissements de recherche agricole. Bien entendu, on est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche, mais nos institutions sont sous la double tutelle, Agriculture et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et quand je dis ça, chaque ministère a des attentes. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il cherche la qualité, si vous voulez, de la formation, la qualité de la science, et tout ce qui est impacté, revue impactée, tout ce qui est le ranking donc, des universités, ainsi de suite. Le ministère de l'Agriculture donc, cherche des solutions pratiques qui changent quelque chose sur le terrain. Et nous, au niveau de l'ERISA, on est mandaté, si vous voulez, de gérer cette bicéphalie, ces deux attentes. Et du coup, bon, c'est pas facile, mais pour nous, on dit qu'il faut publier, il faut avoir une science de qualité. Mais pour nous, en tant que ministère de l'Agriculture, c'est pas le terminus, la publication, mais il y a un autre arrêt, c'est aller au-delà donc de la publication, donc en termes d'impact. Alors, je reviens maintenant au sujet d'aujourd'hui. Donc, tout ce qui est, bon, mon intervention, c'est beaucoup plus sur les ressources alimentaires et en particulier donc les ressources alimentaires alternatives. Alors, bien entendu, ce qu'on vit actuellement en Tunisie, en quelque sorte, les systèmes d'élevage ou bien les systèmes de production d'une façon générale sont sous un choc. Ils ont été donc choqués. Et du coup, la question qui se pose, bien sûr, nous, ce qu'on veut, on veut un élevage résilient, un élevage, si vous voulez, durable. Et quand je dis durabilité, avec les trois dimensions de la durabilité, la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Et on veut bien sûr un élevage ou bien une agriculture inclusive. Jusqu'aux années donc 70, un peu 80, notre élevage se nourrissait, si vous voulez, à pratiquement 70% des parcours. Donc c'est la végétation, si vous voulez, donc naturelle. Et le reste, c'est partagé entre les fourrages cultivés et les sous-produits, les résidus de récolte, comme les grignons d'olive et les pailles et tout ça, et un peu de concentré. Alors la situation actuelle s'est inversée. On est à peu près avec une contribution des parcours entre 10 et 15%, et l'essentiel de l'alimentation est assuré donc par l'aliment concentré. Et donc, notre élevage est devenu dépendant donc, de l'aliment concentré. Et quand on dit donc aliment concentré, tout d'abord, pour le ruminant, on a tendance à le rendre un monogastrique, parce qu'un ruminant, donc, il a besoin donc, de l'herbe, il a besoin d'un fourrage grossier. Et du coup, il se trouve avec un aliment concentré. Quand je dis aliment concentré, ça peut être de l'orge, c'est de la févrole, c'est du tourteau de soja, et ainsi de suite. Ce n'est pas bon pour la santé, bien entendu. On passe pour un ruminant, donc, d'une viande ou d'un lait qui est riche lorsque l'animal est nourri sur l'herbe, en termes d'acides gras saturés. Quand je dis acides gras saturés, c'est le cholestérol, et vous savez quelles sont les conséquences donc, du cholestérol. Et parce qu'on a perdu donc l'herbe, la place, si vous voulez, de l'herbe, qui normalement permettait d'avoir donc un lait et une viande riche en acides gras polyinsaturés. Et du coup, donc, tout ce qui est oméga et
et ainsi de suite. Donc, on a pratiquement perdu ça. Bien entendu, en plus de la santé animale et humaine, c'est coûteux. C'est devenu donc un élevage en termes d'alimentation qui est coûteux. Nous, on estime actuellement que la production animale est assurée à 70 jusqu'à 80% par l'alimentation. Donc, 80% de la production animale actuellement, entre 70 et 80, est liée à l'alimentation. Et du coup, bien sûr, lorsque l'alimentation, le coût de l'alimentation et les prix, donc la volatilité surtout des prix, lorsque ça augmente, bien sûr, tout le secteur, il va être touché. Et c'est un peu la situation ce qu'on vit aujourd'hui en Tunisie. Et il faut se souvenir qu'il y a quelques années, la base de foin était à peu près à 10, voire moins, dinars. L'année dernière, se vendait jusqu'à 30 et 35 dinars. Donc, c'est pratiquement 3 à 4 fois. Mais quel foin? Et malheureusement, en Tunisie, la qualité, si vous voulez, ne se paye pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire, quand on voit les prix actuellement, entre le foin d'avoine et le foin de luzerne, Fassa, c'est pratiquement le prix, c'est pratiquement le même. Et pourtant, la différence, elle est énorme, bien entendu, entre ces deux foins. Donc, tout ça pour vous dire, il y a une mutation des systèmes d'élevage, du système d'alimentation du cheptel, bien entendu, en faveur de l'aliment concentré. Et ça, c'est le grand point d'interrogation et qui a conduit, si vous voulez, à cet état de vulnérabilité de notre système d'élevage en Tunisie. Alors, la deuxième chose, c'est, je l'ai dit, c'est le paradoxe. Nous avons une concentration d'élevage dans des zones où il n'y a pas donc de fourrage. Je prends le cas donc du sud. Le sud, donc, il y avait beaucoup de parcours. Les parcours sont dégradés et du coup, donc, ce sont des élevages qui sont devenus consommateurs, si vous voulez, d'aliments cultivés du nord. Et en quelque sorte, c'est de l'eau virtuelle qui est en train d'être déplacée donc, vers le sud pour assurer, si vous voulez, la production donc, animale, ovin, la production ovine, caprine et le dromadaire. Il ne faut pas l'oublier. Alors, la vulnérabilité, bien entendu, des systèmes d'alimentation. Donc, on passe par un cycle de sécheresse en Tunisie, pratiquement maintenant, c'est 8 années consécutives, sauf en 2019, elle était donc une année relativement bonne, avec un taux de remplissage des barrages actuellement de 33%, alors que l'année dernière, c'était 20%. Et donc, c'est quelque chose donc, qui a impacté énormément sur la production agricole et en particulier donc l'élevage. Donc en d'autres termes maintenant, il faut produire plus avec moins d'eau. Il faut produire plus de viande, plus de lait, plus de céréales, mais avec un minimum d'eau. Et là, ça rejoint donc l'empreinte eau. Il faut dorénavant, donc dans les prises de décision des cultures et des élevages et tout ce que vous voulez, il ne faut pas oublier donc l'empreinte eau. L'empreinte eau, ça correspond à peu près, c'est la quantité d'eau nécessaire pour produire 1 kg ou une unité donc d'un produit quelconque. Quel est le volume d'eau nécessaire, par exemple, pour produire 1 litre donc, de lait ou 1 kg de viande? Et donc, cette notion donc, d'eau, il ne faut pas qu'on l'oublie. Alors, on a un bilan fourrager, comme je l'ai dit, puisque les parcours sont dégradés, et donc on a beaucoup plus donc, de besoins pour l'aliment concentré, et nous n'arrivons pas, si vous voulez, à subvenir aux besoins donc, de nos animaux. Alors, deux choses, soit on réduit donc, le cheptel, la taille du cheptel, soit il faut augmenter donc l'apport, si vous voulez, alimentaire. Deuxième chose, c'est qu'on sous-estime, nous, on ne donne pas vraiment de l'importance à l'alimentation azotée, surtout pour les petits ruminants, parce que c'est comme l'homme. Donc l'homme, on a besoin des calories, de l'énergie, on a besoin des protéines, on a besoin des minéraux et on a besoin des vitamines. Ce sont les principes, si vous voulez, Donc l'animal, c'est kiff-kiff. Mais en Tunisie, donc jusqu'à un certain temps, on ne fait pas attention, si vous voulez, c'est toujours l'orge. L'orge, on le distribue à la vache, aux ovins, aux caprins, aux dromadaires et tout ça. Mais dans la nutrition, bien sûr, lorsqu'il n'y a pas un équilibre entre ces nutriments, c'est comme si on n'a rien fait.
Donc, le déséquilibre quantitatif et qualitatif a des effets néfastes donc, sur les performances animales. Alors, et donc, pour la recherche, bien entendu, avec 50 laboratoires et, comme je l'ai dit tout à l'heure, 21 établissements et 700 enseignants-chercheurs donc, qui travaillent dans le domaine donc, de l'agriculture, c'est tout à fait normal. Donc, se considère, si vous voulez, comme une usine donc, de fabrication des technologies. Et du coup, donc, il y a beaucoup de technologies qui ont été développées donc, par des chercheurs tunisiens et des technologies, donc, si vous voulez, de qualité et qui versent bien sûr vers les attentes, comme je venais donc de citer tout à l'heure. Alors, je vais prendre quelques exemples. Nous avons développé beaucoup de régimes alimentaires basés sur les ressources alimentaires locales et alternatives. Donc, notre idée, c'est essayer de réduire au maximum l'importation des aliments d'une façon générale et qu'on ait une certaine indépendance du marché international donc pour garantir donc l'alimentation de notre cheptel et éviter, si vous voulez, cette volatilité et cette insuffisance donc des ressources alimentaires. Alors, deuxième chose, l'alimentation, j'ai parlé tout à l'heure donc de l'équilibre quantitatif et nutritionnel, énergie, azote, minéraux, mais aussi il faut jouer sur l'aspect physique de l'aliment. Nous, on estime que dans nos élevages, il y a pratiquement 30 à 40% de pertes d'aliments lorsque la paille ou bien le foin, donc il est distribué directement à l'animal. Et donc, nous avons mis un hachoir mécanisé, adapté, si vous voulez, aux petits donc, aux agriculteurs, aux petits éleveurs, qui fonctionnent avec l'électricité, qui fonctionnent avec la force motrice, si vous voulez, donc, du tracteur, et également avec du carburant. Donc, c'est comme une brouette, donc, et l'éleveur. Et nous avons développé un modèle d'affaires. Et cette machine, elle est subventionnée, si vous voulez, à l'heure actuelle, mais ça permet donc d'améliorer l'efficacité alimentaire. Donc, réduire les pertes de l'aliment et améliorer donc la valeur alimentaire de la ration. Alors, manipulation de l'alimentation, ça, on n'est pas capable de le faire, et aussi donc de l'animal pour assurer donc une meilleure digestion donc des aliments. Nous avons également développé des aliments sous forme de ration complète ou bien des aliments d'une façon générale qui sont basés sur les ressources alimentaires locales et alternatives et à moindre coût. Et je me souviens qu'en 95 ou 16, c'était une année de sécheresse en Tunisie et le ministère de l'Agriculture allait importer de grandes quantités de bouchons de luzerne. Ils ont demandé à la recherche de trouver une solution pour réduire, c'est-à-dire l'importation des bouchons de luzerne. Et je me souviens à l'époque, on a développé donc des formules de bouchons, une simulation de la valeur alimentaire des bouchons de luzerne, mais avec des ingrédients locaux. C'était donc les graignons d'olive, donc le phytora, donc azito, plus donc le son de blé, et la févrole et d'autres, bien sûr, ingrédients. Et on a trouvé, donc nous avons réduit de 30% le coût, le prix, si vous voulez, mais également on a amélioré davantage la valeur alimentaire et on a obtenu donc des résultats très intéressants. Alors, l'objectif, nous avons développé beaucoup de technologies donc, qui versent, si vous voulez, donc, à une mutation de la dépendance vers l'indépendance donc, du marché international en termes d'alimentation donc, de notre cheptel en Tunisie. Alors, moi, ce que je le dis donc toujours, bon, juste je déborde sur mon ami, c'est Faisal Benjeddi, donc, parce que c'était prévu qu'il parle de ça, même au niveau donc, des fourrages. Jusqu'à un certain moment, on considérait le fourrage, entre guillemets, cultivé comme une herbe qui n'a pas le droit à quoi que ce soit, c'est pas comme l'or, c'est pas comme, si vous voulez, les autres cultures, et on négligeait donc le fourrage, il n'y avait pas, si vous voulez, une politique claire de production fourragère donc, en Tunisie. Heureusement, maintenant, avec ce choc donc, du système de production animale, donc maintenant, il y a un regain, si vous voulez, d'intérêt vers les fourrages et on veut développer donc, ce créneau donc, de production des fourrages cultivés.
Tout à l'heure, j'ai parlé, donc, on importait et on importe donc le tourteau de soja, par exemple, en tant que source donc, de protéines de grande quantité. Et quand je dis on importe, il y a des devises qui sont là. Et du coup, donc, avec la recherche, il y a eu le développement, la création de certaines variétés. Et la dernière variété qui a été créée, c'était donc la vesse, c'est une vesse donc, tunisienne locale, le Gerfela. Et l'avantage, c'est qu'elle est relativement riche en azote. Et donc, il y a une possibilité, donc, si vous voulez, de réduire au maximum l'importation donc, du tourteau de soja, ou du moins réserver la quantité de tourteau de soja importé aux monogastriques, aux volailles essentiellement. Et pour les ruminants, c'est beaucoup plus donc, la baisse de Narbonne. Alors, maintenant, quelles sont les propositions pratiques? Moi, je le dis toujours, en Tunisie, on ne manque pas de technologie dans tous les domaines, bon, du moins pour le domaine qui nous intéresse. Donc, mais le problème, je le dis toujours, c'est le packaging de la technologie qui manque en Tunisie. Et quand je dis packaging de la technologie, c'est beaucoup plus tout ce qui est législatif, tout ce qui est les textes, tout ce qui est institutionnel et ainsi de suite. Et donc, bon, le décideur politique, bien entendu, il a un rôle donc, à jouer. Si je prends le cas, par exemple, du Maroc, nous, on a travaillé sur l'agriculture de conservation, ou bien le semi-direct, plus que le Maroc. On a fait 20 années donc, de recherche en tant que chercheur et on a confirmé l'intérêt, si vous voulez, de l'agriculture de conservation dans des zones bien déterminées en Tunisie. Bon, jusqu'à aujourd'hui, donc, si vous voulez, l'avion, elle est encore sur la piste. Mais au Maroc, donc, je me souviens, donc, le ministre il a pris la décision qu'à l'horizon 2030, il faut que le Maroc ait 1 million d'hectares de céréales sous agriculture de conservation. Donc l'agriculture de conservation, c'est pas beaucoup de labour. Donc, la terre, c'est un peu le principe de l'agriculture de conservation. Alors, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de technologies dans notre système qui sont très intéressantes, mais il faut qu'il y ait donc un accompagnement donc juridique, tout ce qui est législation, tout ce qui est administration et tout ça. Alors, le décideur, donc, il doit encourager, donc, entre autres, par exemple, les jeunes diplômés à créer des sociétés de fabrication et de commercialisation donc, des bouchons. Et là, c'est le code des investissements agricoles qui doit être adapté donc, à ce volet. Deuxièmement, j'ai parlé de packaging de nouvelles technologies, d'encourager également la petite mécanisation. Nous, on sait que dans nos exploitations, il y a des problèmes de main-d'œuvre, même la main-d'œuvre familiale et tout ça, qui est en train donc, de régresser. Et du coup, la mécanisation pourrait jouer un rôle très important. Alors, le développement, bien entendu, il a un rôle à jouer. Nous, en tant que chercheurs, on développe la technologie jusqu'à un degré de maturité bien déterminé. Le développement, bien sûr, il faut qu'il prenne donc la relève et donc il doit faire la mise à l'échelle donc des technologies confirmées par la recherche. Alors, la formation par les chercheurs, donc des techniciens, donc c'est un peu en termes d'ingénierie donc de l'alimentation. Ça, il faut qu'on travaille là-dessus. Alors, pour la recherche, il faut continuer, si vous voulez, les programmes de recherche sur l'alimentation intelligente, donc pour un élevage donc smart, et d'explorer les possibilités de réduction donc, du manque à gagner. Donc, en Tunisie, nous avons un problème de manque à gagner au niveau des productions de toutes les cultures pratiquement, mais également pour les élevages. Alors, travailler davantage sur la durabilité des systèmes d'alimentation. Et là, le plus important, il faut que tous les acteurs travaillent ensemble. Et c'est ce que j'ai appelé l'alliance. Donc, l'alliance recherche, développement, vulgarisation et profession. Et ça rejoint un peu l'idée donc, du continuum, donc formation académique, formation professionnelle, recherche, transfert, innovation et vulgarisation. Alors, il faut également analyser, peut-être les collègues socio-économistes, d'analyser quelles sont les raisons de la non-adoption des technologies donc, qui sont confirmées par la recherche, qui sont très intéressantes et pourtant ne sont pas donc, bien adoptées donc, par nos éleveurs. Voilà, je pense que j'ai fini et merci donc pour votre attention. Merci, professeur Hicham. Maintenant, vous avez deux versions, la version de la génétique et la version de l'alimentation. Et il faut qu'on arrive un jour à s'entendre.
Donc, maintenant, je vais passer la parole au professeur Wajdi Swilem, qui est professeur hospitalo-universitaire confirmé. Donc, il va nous parler justement du bien-être de l'animal. Et le bien-être, c'est pour produire un produit sain et la sécurité alimentaire, s'il vous plaît. Merci, professeur Mnaour Jamel. Et moi aussi, je suis très honoré de retrouver Monsieur le Président, ainsi tous les collègues universitaires, surtout des sciences humaines, de la fac de sciences. Et je suis très touché de revoir pas mal de collègues et de savants, vraiment, dans ce haut lieu saint du savoir en Tunisie, ainsi que les collègues, bien sûr, et nos honorables invités de l'étranger. Je me présente d'abord, je suis professeur de physiologie, pharmacologie et aussi de bien-être animal à l'école Vito et je dirige actuellement la Biotech Pôle de Sidi Thebet. C'est une pôle technologique dédiée à la santé, l'industrie pharma et aux sciences du vivant. Et là, on y reviendra sur la connexion entre le bien-être animal et la notion de santé globale, de santé unique, la notion de One Health et de One Welfare, une seule santé qui concerne l'humain, l'animal, mais aussi l'environnement. J'ai pas fait exprès de diapositive vu que bon, c'est un peu tard et en plus l'essentiel c'est de faire passer quelques messages. J'interviendrai d'abord pour définir rapidement ce concept nouveau mais qui est émergent, qui est très ancien dans les civilisations anciennes et plus particulièrement dans la civilisation arabo-musulmane sur le bien-être animal. Quels sont les bienfaits de ce bien-être? Il permet entre autres de rapprocher entre les nutritionnistes, les généticiens, les différentes spécialités, car c'est une approche globale et son impact sur la durabilité de nos élevages et de la résilience, les interrelations avec les concepts de One Health et de One Welfare, et de répondre aussi via la recherche dans ce domaine comment on peut contribuer à une meilleure productivité et une meilleure résilience aussi de nos élevages. Voilà les 4 points rapidement. Pour le bien-être animal, c'est un concept multidimensionnel qui désigne en quelque sorte les capacités adaptatives et l'expression de l'animal, de son potentiel, non seulement génétique, mais aussi physiologique d'une manière générale, au-delà de la productivité, donc qui désigne un état d'harmonie de l'animal depuis sa naissance jusqu'à la fin de vie ou sa mort. Donc, il est rattaché directement aux conditions dans lesquelles vit cet animal. Ça doit être des conditions optimales pour répondre à ses besoins physiologiques. Et il y a 5 conditions essentielles qu'on appelle les 5 freedoms, les 5 besoins fondamentaux, dans la nutrition, dans l'expression de comportement, les besoins physiologiques, psychologiques aussi de l'animal, y compris en élevage, car il y a, comme c'est défini, comme dans le cas de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit le bien-être chez l'homme, c'est pratiquement la même chose. Il y a 3 composantes essentielles. La composante physique et sanitaire, la composante psychologique de l'animal, y compris la vache ou le mouton ou n'importe quel animal, et la composante sociale, l'interaction des animaux avec leurs congénères. Ce qui fait que les systèmes de production surintensifs, industrialisés, ne permettent pas d'exprimer ce potentiel physiologique et d'avoir un bon bien-être, car l'animal est considéré comme un outil de production, que ce soit de lait ou de viande. Et par contre, le respect du bien-être animal permet une longévité meilleure, une meilleure productivité à long terme. Nous rappelons tous, quand j'étais étudiant à l'école Vito avec l'holsteinisation et l'importation massive de la race Holstein en Tunisie, il y avait de vieux patrons à l'époque,
donc, qui nous parlait. En Tunisie, vous importez massivement des races très productives, comme si vous circulez avec une Porsche dans une piste pour venir à Sidi Thibt. Donc, c'est exactement la même chose. On nous expliquait à cette époque, non, il faut avoir des animaux qui produisent énormément, alors que là, avec la défaillance alimentaire, la crise, on a perdu notre potentiel et nos races locales qui étaient rustiques, et on se retrouvait maintenant avec des vaches qui sont très exigeantes en matière d'aliments, d'eau, ainsi de suite. Et on voit les problèmes qu'on a et les crises générées par cette holsteinisation. On ne peut pas revenir en arrière, c'est un peu comme l'antibiorésistance. Quand on a une résistance génétique vis-à-vis d'un antibiotique, on le perd et c'est très très difficile de se retrouver par la suite et de faire le chemin inverse. C'est un exemple simple de passage. Donc, le respect du bien-être, il permet l'expression de l'animal, de ses capacités physiologiques, génétiques et aussi comportementales. C'est-à-dire, il y a une relation entre l'éleveur, entre l'homme et l'animal, et le critère comportement est un critère clé pour le respect du bien-être. Il faut noter que certains nous disent quand on nous donne des cours que ça c'est quelque chose de nouveau, car c'est dans les années 60 que ça a émergé en Europe et dans les pays occidentaux, alors que dans les anciennes civilisations, quand on voit, on lit Kitab, par exemple, Ibn al-Awim, al-Andalusi, Kitab al-Filaha, le livre dans l'agriculture, on voit des chapitres complets dédié au bien-être animal. Quand on voit le livre de Al-Jahab, Kitab al-Hayawan, le livre de l'animal, donc on voit la relation entre l'homme et l'animal et comment nos ancêtres respectaient l'animal pour avoir un bon produit, pour préserver les œufs, pour les stocker, pour éviter qu'il y ait des pertes, des pathologies, des maladies qui émergent. Moi, je pense que le bien-être est quelque chose de très ancien, mais maintenant, il a émergé, vu la crise qui existait en rapport avec l'élevage, l'intensification, l'antibiorésistance, on a revalorisé ces notions comme le bien-être qui est devenu une notion réglementaire, comme la notion de One Health. La notion de One Health, nos ancêtres étaient tous conscients de cette notion et respectaient mieux la nature que nous actuellement. Voilà, donc pour nos étudiants généralement et dans notre environnement, pour les familiariser à cette notion de bien-être et aussi du respect de l'animal comme un être vivant. Le deuxième point sur l'intérêt ou les bienfaits du bien-être animal, il va permettre d'avoir d'abord une meilleure santé de l'animal. Il y a une différence entre la santé et le bien-être, car la santé est une composante essentielle dans le bien-être. Mais le bien-être lui-même, il contribue à une meilleure santé. Il va donc prévenir certaines pathologies et contribuer à la santé animale. Les aliments qui sont produits, viande, lait, seront de meilleure qualité, car l'animal est aussi en bonne santé. On va donner une attention particulière à éviter la surmédicalisation, surtout l'utilisation des antibiotiques. Et l'antibiorésistance constitue un vrai drame et un vrai danger pour les humains et pour notre système d'une manière générale de santé. Moins de contaminants, moins de résidus, à cause de ces systèmes d'élevage intensif où on ajoute des additifs, des produits pour essayer de produire plus, mais avec beaucoup de résidus. Donc, aussi, il y a la relation, donc, le One Health et aussi le respect de l'environnement et on limite l'érosion de la biodiversité, comme l'a dit le professeur Amnaoul Jamel, car ça permet d'avoir différentes races et différents potentiels physiologiques et non pas se limiter à une seule race pour dominer la production laitière ou pour la production de viande. Bien sûr, sur le plan économique,
il n'y a pas, on peut dire qu'il n'y a pas de lien direct, mais il ne faut pas voir de façon instantanée. Il faut voir sur une durée plus importante, car quand on prend une vache laitière aux USA ou au Canada, qui produit plus de 40 ou 50 litres, il y a un épuisement rapide de ce potentiel et on va la réformer rapidement au bout de quelques années. Alors on se souvient que pour nos races locales, dans les années 60-70, qui vivent pendant 20-30 ans et qui accompagnent le propriétaire et qui continuent à produire du lait, et généralement, l'éleveur ne se débarrasse pas de ces vaches, il les maintient, sauf dans des conditions un peu extrêmes ou à la fin de vie de l'animal. Donc, il faut passer à d'autres systèmes d'élevage respectueux de la nature et qui respectent aussi l'animal comme un partenaire de cet élevage et non pas comme un outil juste pour produire la viande, du lait de point de vue quantité. Je dois passer directement le troisième point. Voilà, ça s'insère directement dans la notion de One Health, car quand on a des animaux sains et une biosécurité, bien sûr, ce n'est pas question de nostalgie ou de tradition, on va mettre les animaux à l'extérieur. Non, leur donner plus de liberté pour avoir une décision, pour s'alimenter, pour leur choix, pour avoir une capacité émotionnelle positive, car ils intègrent des facteurs via le système nerveux et agissent de façon convenable pour être en état d'harmonie. Mais par contre, il faut veiller sur la biosécurité, la sécurité des animaux et éviter aussi la dissémination des germes, avoir une bonne hygiène, une bonne alimentation et stimuler le système immunitaire par des moyens physiologiques et non pas en ajoutant des additifs ou des antibiotiques. Et là, on a des exemples. J'étais en Algérie, ça fait un mois, et j'étais étonné car on produit du poulet sans antibiotiques et qui est commercialisé ou consommé par les enfants dans les hôpitaux, pour les personnes vulnérables qui ont des problèmes d'antibiorésistance, ainsi de suite. Donc, c'est à côté, en Algérie, où il y a des élevages de poulets, par exemple, sans antibiotiques et sans résidus. Je vais terminer pour la recherche. Voilà, je pars directement. Pour la recherche, prenons par exemple la fête de l'Aïd qui va arriver bientôt. Et les gens vont se déplacer et rassembler les animaux. Il faut voir le stress du transport, le mode d'élevage aussi, qu'est-ce qu'ils ont eu comme aliments, s'il y a des contaminants, des résidus. Les animaux vont passer 5 à 10 jours dans des conditions difficiles, de stress thermique, de mauvaise manipulation. Et il y aura des pertes énormes au niveau du poids et au niveau de la qualité de la viande. Rappelez-vous, ça fait 4 ou 5 ans, on a perdu des tonnes de viande de mouton avec toutes les perturbations qu'il y a eu pour le verdissement de la carcasse liée à la contamination. Donc, on a des pertes en moyenne de 20-30% liées au non-respect, au stress et au non-respect de bien-être animal. Je vais terminer en tant que Biotech-Pôle. Il faut encourager les startups. Et on a 2 startups, par exemple, à la biotechnologie, à la Biotech-Pôle de Sidi Febt, une qui travaille sur la production de protéines de verre de farine, et l'autre de protéines de criquet qui sont hébergées à la Biotech-Pôle de Sidi Febt. On peut avoir des startups, comme l'a dit le professeur Hicham Ben Salem, sur le plan managérial, sur le plan process, pour trouver d'autres alternatives. Et aussi en matière de bien-être animal. Donc, il y a un véritable chantier. Il faut que les jeunes travaillent plus sur ce créneau pour voir l'impact sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan gastronomique. Et il y a beaucoup de choses à faire. Je m'excuse. Voilà, et je m'arrête à ce niveau-là. Merci, mais il y a un point
qui demande un débat académique important. C'est qu'il y a des spécialistes qui voient la race en tant que Mercedes, mais il y a la génétique qui dit la race n'est pas une Mercedes, c'est une variabilité parce que dans le troupeau de la même race, tu trouves une Holstein qui donne 2000, une autre qui donne 5000 et une autre qui donne 15 000. Est-ce que 2000 continue à être appelé Mercedes? Et donc, je pense que la notion de variabilité et comment valoriser la variabilité devrait être vraiment débattue parce que ça fait beaucoup d'erreurs dans la gestion de notre secteur de l'élevage. Donc, sans tarder, je vais passer la parole justement à la profession. Et Dr Karim Daoud, il a une très belle histoire justement dans l'organisation des associations. Il est pionnier dans la profession et donc il va nous donner son témoignage. Quand on vieillit, il faut faire appel à ses lunettes. Donc, voilà. Voilà, cher ami. Merci, Monsieur le Président. Chers amis, je suis très content de participer à cette soirée, à ces journées qui parlent de sujets extrêmement importants, surtout dans l'époque actuelle. Les éleveurs, c'est-à-dire les producteurs en Tunisie, les agriculteurs, je parlerai d'agriculteurs, c'est des éleveurs, je suis moi-même agriculteur et éleveur avant d'être vétérinaire et président de groupement, d'association, qui est le seul groupement autour d'une race dont parlait le professeur Jameli. Quand on parle de race tarentaise, c'est une vache rouge. Alors elle existe en Tunisie, on la voit beaucoup dans le paysage, dans le Cap-Bon, dans le nord-ouest, etc. Pourquoi est-ce que j'ai réintroduit la tarentaise en Tunisie? Parce que c'est une vache résiliente, c'est une vache qui supporte notre climat. C'est bizarre, elle vient de Savoie, mais effectivement en Savoie, l'hiver, elles sont à l'intérieur d'une étable dans de mauvaises conditions de vie, difficiles, et au printemps, elles sont lâchées dans la montagne et ça devient des gazelles, des vaches magnifiques qui produisent l'un des meilleurs fromages français qui est le Beaufort. Et ces animaux sont très résistants et c'est pour ça que j'ai voulu en 92 en réintroduire en Tunisie. Aujourd'hui, je fais partie des rares éleveurs heureux, je veux dire, sur le plan économique. Le débat de spécialistes et de généticiens est effectivement ouvert pour l'avenir. J'ai mon idée là-dessus. Moi, je pense que la Tunisie est un pays qui demande effectivement à respecter une agriculture familiale, une agriculture qui doit redynamiser les territoires, qui doit redynamiser des spécificités régionales et il n'y a pas une agriculture en Tunisie, il y a plusieurs agricultures. Du nord au sud, on a entendu parler tout à l'heure du froid, etc., toutes les conséquences. Le constat, pour me cantonner à la recherche, c'est que vous avez entendu depuis tout à l'heure qu'effectivement, nous avons d'éminents centres de recherche, d'éminents chercheurs, d'éminents professionnels en général, mais le problème que nous avons, nous, en tant qu'agriculteurs, en tant qu'éleveurs, c'est que les fruits de la recherche restent dans les tiroirs des instituts de recherche, comme les études qui sont faites par les administrations et par les différents gouvernements depuis longtemps, c'est pas nouveau, restent dans les tiroirs de l'administration. Et le problème, c'est que nous n'appliquons pas les visions prospectives que nous pouvons avoir sur la politique agricole, sur les politiques agricoles ou sur la recherche. Cela est dû aussi à une insuffisance de recherche participative, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut impliquer, on ne peut pas avoir un up-down avec des scientifiques savants, mais qui ne sont pas proches, qui ne sont pas les pieds vraiment sur le terrain. Et c'est probablement peut-être par manque de moyens. Je me souviens qu'un jour, j'avais reçu le conseiller du président Chirac sur la ferme. Il était en costume avec des chaussures impeccables, etc., etc. Et je suis arrivé un peu en retard. Il était au milieu de l'étable, dans ça de fumier, et il m'a dit: vos vaches ruminent bien, ça veut dire elles digèrent bien, donc elles sont en bonne santé. Et il était conseiller des politiques agricoles du président Chirac à l'époque.
Et aussi dans le constat, c'est que les éleveurs que nous sommes, ou les agriculteurs que nous sommes, on développe souvent des nouveautés ou des adaptations, que ce soit au climat ou au milieu ou aux hommes, que la recherche parfois n'explore pas, parce que la recherche est peut-être dans un étage qui n'est pas forcément le nôtre. Le constat aussi, c'est que l'organisation professionnelle, que ce soit les associations de producteurs, les associations de races dont on parlait le professeur Jameli tout à l'heure, est pratiquement inexistante. Que ce soit la structuration de la profession est très mauvaise. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu pendant toutes ces années, ce qui a probablement été des choses exactes dans les années 60, mais qui sont aujourd'hui fausses, c'était que l'administration était vraiment le moteur du développement, le moteur du progrès, le moteur, et qu'on pensait que les pommes de terre poussaient dans les tiroirs de l'administration, si on veut mettre les choses de manière un peu caricaturale. Hélas, ce qui était vrai dans les années 70 et dans les années 60 est moins vrai aujourd'hui, et cette approche participative est fondamentale. L'autre problématique, c'est qu'effectivement, l'agriculture tunisienne est une petite agriculture. Il faut savoir rapidement que 80% des éleveurs tunisiens possèdent moins de 10 vaches, 70% d'entre eux possèdent moins de 5 vaches. Ça veut dire qu'il y a une atomisation des éleveurs et d'une part, donc ils sont très difficiles à regrouper, et il y a une résistance à travailler ensemble. Sociologiquement, c'est pour ça que la recherche, à mon avis, il y a le côté effectivement génétique, mais il y a aussi tout le côté sociologique qui est extrêmement important dans le système dans lequel nous vivons. Il y a une résistance à travailler ensemble et on le voit. C'est très difficile de travailler ensemble, de mutualiser. D'ailleurs, c'est pour ça que les coopératives ne marchent pas. C'est pas parce qu'il y a une mauvaise expérience de Mansalah à l'époque qu'on garde ça. C'est qu'on a du mal à mettre à chacun porter une oreille du couffin, comme on dit, ou à chacun travailler ensemble. L'administration ne joue pas son rôle de facilitateur, de transfert de certaines de ses prérogatives à la profession. C'est ce que nous demandons, qu'il y ait effectivement le transfert et l'ouverture de l'administration vers la profession, que l'administration aide à élaborer des politiques agricoles avec les différents corps professionnels et leur activité de contrôle, mais pas de tenir et de donner uniquement des autorisations, etc. Je pense que ce système est un système qui est dépassé. Les apports de la recherche, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'acquis, vous l'entendez, effectivement, rien que chez moi, il y a eu des dizaines de thésards, et après ça, des laboratoires de recherche qui sont venus, qui ont étudié l'adaptabilité à la chaleur, etc., etc. Mais quels sont les conseils? Tout à l'heure, on parlait de l'abricot. Quels sont les conseils? Après ça, sur le terrain, que font les politiques? Parce que ce n'est pas uniquement la recherche pour les producteurs, mais c'est aussi la recherche pour les politiques. Et ils ont besoin d'écouter, et effectivement, il y a un cloisonnement, et on ne s'écoute pas. Là, je dis aussi que la recherche doit être un moteur de développement au niveau de l'adaptabilité, de la rentabilité, et l'Office de l'élevage et des pâturages, qui devrait transmettre les acquis de la recherche, et d'être un facilitateur pour ce genre de choses, ne joue pas entièrement son rôle parce qu'il reste trop dans ses bureaux et il n'a pas probablement les moyens nécessaires ni la mentalité suffisante pour s'ouvrir à la profession. Les propositions pratiques, évidemment, c'est la structuration de la profession. Alors, ça vient des professionnels eux-mêmes qui ont du mal, mais aussi de la volonté politique de laisser les gens travailler ensemble et de donner différents systèmes d'émulation, de passer par la recherche de crédit, où il faudrait pas que ça passe par la profession, etc. Nous avons toute une série de conseils pour pousser, pour faire naître cette nécessité de travailler ensemble et de se structurer autour d'une race, autour de filières. Il y a aussi la professionnalisation du métier d'éleveur. Il faut savoir qu'en Tunisie, il n'y a pas de statut d'agriculteur. L'agriculteur n'a pas de statut. Si vous cherchez la définition d'agriculteur, il n'y a pas. Tout le monde peut être agriculteur, tout le monde peut être éleveur, n'importe qui, un médecin, j'allais dire, mais je viens d'un milieu, mes parents étaient médecins, ils faisaient de l'agriculture, mais ça montre qu'on peut faire et avoir les avantages pour l'agriculture, etc. Et ça c'est bien au niveau de l'investissement, c'est moins bien au niveau de la connaissance du terrain et de la professionnalisation. Je pense qu'il faut que l'agriculture, l'élevage soient des secteurs économiques
rentable. On ne peut pas considérer que les agriculteurs doivent être des parents pauvres du développement économique d'un pays, et c'est ce qui se passe, hélas, et on va droit dans le mur avec notre agriculture, et je pense que nous devons être inquiets, parce que bientôt, quand on parlait tout à l'heure des imports et des exports, on risque bientôt de nous retrouver à nous nourrir de ce qui vient de l'extérieur uniquement. Il faut redéfinir le cadre législatif et les rôles de l'administration. Si jamais il parlait du cadre législatif, c'est absolument indispensable. Et il faut donner surtout plus de liberté et d'esprit d'initiative. Les éleveurs ont besoin de nouveaux partenaires, dont les chercheurs, et il faut rétablir la confiance, et ça, je pense que c'est très important dans notre pays, entre les différents corps et construire ensemble. On demande aussi qu'il y a très peu de chercheurs qui sont en immersion auprès des éleveurs ou auprès des agriculteurs. Parce que moi, je suis éleveur-agriculteur, les chercheurs, on les voit en spot, comme des étoiles filantes. Mais il faudrait qu'ils soient en immersion pour mieux nous comprendre. Et davantage de prendre effectivement les savoirs locaux, de prise en compte des savoirs locaux. Il y a des nouvelles formes, on recommande des nouvelles formes de collaboration ou de connaissances et méthodologies qui doivent être mises au service des éleveurs. La vulgarisation, qui est un espace parce que nous avons très peu de vulgarisation correcte, elle est faite, elle est livresque, elle n'est pas pratique. Et la recherche doit aider justement à faire passer un message de manière à ce qu'il touche et à ce qu'il soit facteur de progrès et qu'on puisse le rentabiliser. Il faut aussi, dans la structuration des éleveurs et des agriculteurs, il faut avoir la création de réseaux d'éleveurs pour savoir ce qui se passe, pour que les gens passent autour d'eux, et bien entendu, le problème des financements. Voilà, je rapide. Merci. Saha, merci. Et je pense que Dr Daoud a bien identifié les faiblesses, justement, surtout de ces relations entre recherche et agriculteurs et éleveurs, certes, mais aussi, est-ce que l'éleveur est prêt d'accepter le chercheur? C'est-à-dire, les deux sens sont vrais. Et moi je parle, il me connaît, je le connais. De Gaulle a dit, je vous ai compris. J'espère que tu m'as compris. Écoutez, je sais que c'est la fin de la journée, mais vous n'avez pas vu ni photo de race bovine ni ovine. Qu'est-ce que nous avons dans notre pays? Et mes lunettes. Et je vais dire que la Tunisie, bon, on a fait une erreur. Enfin, on a fait une erreur, mais on peut se rattraper. Et l'erreur que la Tunisie a faite n'est pas unique à la Tunisie. Tous les pays en voie de développement ont fait cette erreur. Ils étaient obligés d'importer des races fictives parce que les races autochtones n'ont jamais fait l'objet d'amélioration génétique. Et on veut les comparer à des races qui ont subi des années et des années une sélection. Et donc, le décideur politique, il veut nourrir son peuple, il est obligé d'importer. Tous les pays en voie de développement ont importé des races exotiques. L'erreur que nous avons faite, c'est que dans les années 70, on avait 1 demi-million de vaches. 6% uniquement étaient exotiques. Maintenant, 60% de ces demi-millions sont des races exotiques et le reste des croisés. Donc, on a perdu ces belles écotypes d'autochtones, la brune de l'Atlas et cette belle blonde du Gabon. Bon, on ne les retrouve plus presque. Et donc, qu'est-ce que je dis? Je dis maintenant, tous ces écotypes-là deviennent notre patrimoine. Donc, races exotiques ou croisées devraient être notre patrimoine et on pourrait les orienter vers des objectifs qui répondent aux besoins de la Tunisie, économiques, quantitatifs, qualitatifs, etc. Donc, je pense que la Tunisie dispose d'un cheptel très riche, une diversité de races qui pourrait donner une diversité de produits, qui pourrait donner une diversité de cuisine.
Donc j'espère que le touriste, quand il vient en Tunisie, il mange des produits typiquement produits par des races tunisiennes. Ah, mon amour pour cette race, la barbarine. Regardez la diversité génétique de cette race. On connaît que deux photos, une barbarine à tête rousse et une barbarine à tête noire. Mais quand on a fait l'inventaire dans le pays, nous avons trouvé tous ces écotypes-là répartis dans le pays et ce sont des troupeaux. Et heureusement aussi que cette race a donné naissance à la race Tunis aux États-Unis. Et elle a été comparée à 27 races anglo-saxonnes, elle a été identifiée unique génétiquement, ce qui pourrait donner une valeur ajoutée à cette race. Donc nous avons un trésor entre nous et on pourrait justement diversifier la production de ces races et la production de leurs produits. La Sicilo-Sarde, qui produit la ricotta. Et à un certain moment, cette race allait disparaître. Il a fallu justement la synergie de la recherche des organismes de développement et des éleveurs. Et ils ont sauvé cette race qui continue justement à exister et qui est l'unique laitière en Afrique du Nord. Donc nous avons une spécificité, nous avons une race spécialisée en lait pour le fromage. Oui. 7h30, oui. Ah, j'ai cru qu'on va arrêter à 5. Donc je termine. On a parlé des startups. Il y a une startup maintenant en Tunisie sur l'abeille et cette startup a inventé des capteurs justement pour suivre l'abeille dans les ruches et cette startup a développé un programme d'amélioration génétique pour sélectionner les reines résilientes et bien adaptées au pays. Sur ce, je termine en remerciant tous mes collègues. Et si jamais il y a une question, voilà. Oui, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas une question, c'est pour dire l'honneur pour notre académie de vous avoir parmi nous. Je l'ai dit ce matin dans ma présentation, nous sommes très fiers de la recherche agronomique en Tunisie dont vous êtes les meilleurs représentants. Donc, cette maison est la vôtre. Nous avons beaucoup de respect pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Sachez que cette maison est la vôtre. Maintenant, je voudrais remercier infiniment Amel Gaïd, qui était chef du département des sciences et qui a eu l'excellente idée de vous inclure dans notre programme. Maintenant, oui, bien sûr, j'ai une question qui peut vous paraître un peu, comment dirais-je, provocatrice. Je le fais exprès. Hein. Ne la prenez pas au premier degré, prenez-la au deuxième degré. Bon, nous savons, enfin, notre thème essentiel, c'est le développement durable. Bon, nous savons que la production d'une calorie animale est beaucoup plus coûteuse qu'une calorie végétale et que la production animale va à l'encontre, toutes choses étant égales par ailleurs, comme diraient les économistes, de développement, comment dirais-je, d'atteinte à la durabilité de la planète. Comment est-ce que vous mariez les deux, à la fois une amélioration de la production animale, la durabilité de la planète, surtout dans un contexte où l'essentiel de la production animale tunisienne est une production hors sol, extrêmement coûteuse. Oui, je serai très bref. Bon, je trouve que ce panel est remarquable et amène une note d'optimisme
alors qu'en Europe, comme vous le savez, nous sommes de plus en plus inquiets sur la transition socio-écologique. Là, vous nous donnez des arguments très très forts, avec 2 médecins vétérinaires, monsieur, et puis Karim Daoud. C'est remarquable parce que bon, le concept une seule santé est décisif pour accélérer la transition. Mais pour faire la transition, il nous faut des professionnels comme Karim Daoud. Donc merci à vous et j'espère que ça figurera dans la déclaration finale parce que c'est très important. Nous allons récupérer vos recommandations toutes ce soir. Bon, il y a juste une question parce que nous avons le problème des épizooties qui sont accélérés par le changement climatique, etc. Donc, est-ce que vous pensez que ce concept sur la santé animale peut justement atténuer ce phénomène? Moi, je proposerais éventuellement de travailler avec vous. Vous êtes remarquable. Voilà. Pour finir. On doit répondre quand même. Brièvement. Tout d'abord, nous avons proposé, et je profite puisque le président Dereza est à côté de nous, on a proposé d'établir un réseau de groupes spécialisés ou peut-être une académie tunisienne de l'agriculture qui pourrait être justement comme Beit el-Hakma pour débattre, pour proposer des idées qui donnent un appui aux décideurs et au secteur de l'agriculture. Voilà une des propositions que nous avons identifiées. Et pour vous répondre, moi je pense que le monde a besoin de l'animal. L'animal, il n'est pas uniquement le producteur de lait et de viande, il est aussi producteur de fumier. Et sans le fumier de l'animal, le sol ne sera pas aussi fertile. Et donc, l'animal aussi est source de revenus pour des millions et des millions de pauvres et de petits agriculteurs. Donc, il est indispensable. Et je pense que tout ce qu'on dit à propos de ce qu'on mange sur le lait et sur la viande, je vous assure que ce n'est pas vrai. Ça pourrait faire un autre débat. L'autre chose, pour produire des animaux productifs, je vous assure, et jusqu'à maintenant, je peux signer, la génétique n'est pas encore comprise dans mon pays. La génétique pourrait vous donner l'animal qui produit dans les conditions de votre milieu et qui est le plus rentable et qui ne tombe pas peut-être malade parce que tu vas sélectionner les animaux qui produisent sans être malades. C'est un outil de sélection. Ce sont des critères de sélection. Chose qu'on ne fait pas. Et la réforme et le renouvellement qu'on fait annuellement, ça se fait sur des performances brutes. Parfois, on est en train d'écarter des animaux qui ne sont pas potentiellement viables parce qu'on les voit sur le phénotype et non pas sur leur potentiel réel. Voilà, je termine et je vous remercie tous pour vos questions et pour votre attention. Voilà.